Alors on salue les personnes qui sont à distance et pour que ça se passe parfaitement bien, forcément il y a des questions que vous pouvez nous poser, y compris pendant la présentation, notamment quand on va arriver sur la partie Parcoursup qui en intéresse beaucoup. Je vous demanderai simplement de poser vos questions dans le micro qui est ici, que je vous ferai passer pour que vous puissiez poser vos questions, que les gens qui sont à distance puissent entendre vos questions, tout simplement. Voilà. On a essayé de prendre le meilleur de la situation qui s'est déroulée, à savoir l'aspect hybride. Je pense que c'est un terme qui est hyper populaire en ce moment. Mais bon. Bon, nous en tout cas, on va passer une heure ensemble, une heure et quart. On va vous présenter les formations, on va vous présenter qui on est, on va répondre à toutes les questions que vous auriez en tête, bien évidemment. L'idée, c'est que ce soit interactif, donc il ne faut pas hésiter à même à participer si vous le souhaitez pendant la conférence. On va essayer de vous montrer un maximum d'images pour pas que ce soit trop de l'écrit, donc voilà, c'est un peu l'idée. Ça tombe bien, on est une école où on fait des Ouais, images. ça tombe plutôt pas mal. Allez, hop, c'est parti. Avant de commencer, on se dit tiens, on va vous montrer ce qu'ont fait nos anciens, parce que finalement, des bons ambassadeurs sont ceux qui sont passés sur les bancs de l'école, et surtout sont des gens qui, pour la plupart d'entre eux, continuent dans le milieu et viennent donner quelques cours à l'école, tant mieux. Donc là, par exemple, Claude Barras, qui a réalisé Ma vie de courgette, est passé sur les bancs de l'école au tout début. L'école est de 84, elle est née en 84, 37, 38 ans d'expérience. Et il est passé, effectivement, il a fait Ma vie de courgette, qui a plutôt bien marché. Make It Soul, je vous encourage à aller le voir, c'est un court-métrage qui a été nominé au César l'année dernière, ou il y a 2 ans, de Jean-Charles Mboti Malolo. C'est autour de la danse, vous l'avez en replay, je pense, sur le web. Dans un autre domaine, notre registre est Arcane, qui cartonne en ce moment sur Netflix. On a des anciens qui ont travaillé sur cette série, notamment en storyboard, donc qui est une étape de production d'un film, on vous expliquera tout à l'heure. Bon, Ryan Gosling n'a pas fait l'école, ni Harrison Ford. On aurait bien aimé, enfin certains m'ont dit qu'ils auraient aimé avoir Ryan Gosling en cours, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos étudiants ont travaillé derrière en VFX, en matte painting, en photographie, que ce soit sur Blade Runner 2049, qui a eu d'ailleurs un Oscar, hein, je crois, sur ça, et Les Gardiens de la Galaxie. C'est surtout Stéphane Serretti qui est le responsable des effets spéciaux chez Marvel qui travaille là-dessus. Christophe Archinet, voilà, je cherchais. Bon, il y a Doctor Strange, Avengers, ça c'est de grosses. C'est pour vous montrer en gros d'où on peut aller. Il y a à la fois du blockbuster, mais il y a aussi des choses un peu plus hauteur, type Ma vie de courgette. Et donc ça montre la diversité. Dans le jeu vidéo, on a aussi pas mal d'anciens qui travaillent chez Arkane Studio, donc le studio qui a créé Deathloop, qui vient de sortir, qui a aussi créé Dishonored, donc c'est plutôt le côté artistique et graphique. On change de cible, Kaelou, qui est plutôt chez les jeunes, et qui est une série qui est co-réalisée actuellement par un professeur de l'école qui s'appelle Philippe Roland. Et la première saison avait été faite par Antoine Roca, qui était aussi un ancien de l'école. Dans l'édition, Mortel Adèle, Le Château des Animaux, Pucelle, de Florence Dupré-Latour. C'est des super idées de cadeaux de Noël, ça. Hein. Moi, je vous encourage vraiment à y aller. Hein. Le Château des Animaux, il y a tome 1, il y a tome 2. C'est vraiment sympa à lire. Mortel Adèle, bah, voilà, hein, ça cartonne dans les écoles. Il y en a un peu pour tous les publics, on va dire, sur Exactement. l'écran. Voilà. Euh, voilà. Effectivement, Diane Lefeyer, donc, qui illustre Mortel Adèle, est passée par l'école. Elle enseigne à l'école. Félix Delep est passé par l'école également. Xavier d'Horizon, il enseigne à l'école. Florence Dupré-Latour, elle a fait l'école. Elle enseigne aussi à l'école. Bref. Tout ça pour vous montrer effectivement. Bon, alors Yohan Lemoine, Woodkid, il chante, mais il a fait l'école avant de chanter. Et il s'est fait. Et surtout, il fait ses spectacles. Il fait des spectacles grandioses. On était tous les deux Ouais. au lieu de Fourvière pour aller voir. Ouais. Et il a fait beaucoup de choses en visuel, tout ce qui est clip vidéo, scénographie, avant de se produire en tant qu'artiste chanteur. Mais c'est voilà. Et il a fait l'école comme les autres. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun, tous ces gens? Eh ben, ils avaient en commun le fait d'avoir appris à dessiner. Mine de rien, c'est la base de tous ces médias qu'on vient de voir, que ce soit l'animation, le jeu vidéo, l'illustration, la scénographie, le tatouage, le graphisme, bref, tout ça passe nécessairement
par un apprentissage du dessin. Et c'est ce qui fait l'ADN de l'école. L'école a été créée parce que justement on n'apprenait plus à dessiner à l'époque. Dans les différents organismes de formation, le dessin était déconsidéré à cette époque-là. Donc on a remis au milieu la problématique du dessin, de la représentation, des médias comme la bande dessinée, des médias comme le cinéma d'animation, etc., qui étaient des médias considérés comme mineurs à l'époque, mais qui ont un impact très important, et on le voit d'autant plus aujourd'hui, avec le monde de l'image dans lequel on vit. Donc le dessin permet justement d'avoir une liberté derrière dans l'expression. Comment on fait pour maîtriser le langage du dessin ? On éduque le regard, on apprend à comprendre son environnement réel en l'observant. On apprend à retranscrire en 2D ce que l'on voit en 3D, et parfois même on apprend à retranscrire en 3D ce que l'on a en 2D. On le fait en sculpture par exemple en 3e année, où ils ont des photos et ils doivent partir de leurs photos quand ils étaient enfants pour faire le portrait en sculpture justement de eux enfants. Et on apprend aussi à construire progressivement une image avec du sens. Pourquoi on vous dit ça ? C'est parce que, encore une fois, on est conscient aujourd'hui du nombre d'écoles croissant qu'il y a dans les métiers de l'art. Et nous, c'est quelque chose qu'on a chez nous dans l'ADN depuis la création. On n'a pas varié. On a varié évidemment sur les exercices, les techniques, mais on n'a pas varié sur le fait d'apprendre à dessiner, de comprendre ce qu'on observe, de retranscrire ce qui est en face de nous. Parce que derrière, on estime que c'est parce qu'on enrichit ce vocabulaire qu'on est capable derrière de construire des images, de amener quelque chose qui a du sens, de raconter, peu importe le média, mais de raconter quelque chose. Et pour que l'artiste puisse ensuite trouver une place dans la société. Une place, elle peut être dans un studio d'animation, en tant que réalisateur, en tant qu'animateur, dans un jeu vidéo, en tant que graphiste ou en tant que réalisateur, BD, etc., peu importe. Mais le fait de savoir dessiner permet d'amener cette liberté de choix. Et cette liberté aussi de pouvoir se réorienter au fur et à mesure dans sa vie. Donc, d'abord, on apprend le dessin, ça c'est les 3 premières années, cursus de dessinateur praticien. Et ensuite, on se spécialise en bande dessinée, cinéma d'animation, jeux vidéo, on fait un projet personnel, on maîtrise la chaîne de production, on va y revenir. Mais voilà ce qu'on voulait d'abord vous dire en guise d'introduction. On est une école du dessin. Le schéma des formations. Donc voilà le panel global de notre formation à l'école. On arrive avec un bac, il faut le bac. Et ensuite, effectivement, soit on passe par une prépa, on y reviendra tout à l'heure, soit on entre directement en première année du cursus qu'on a choisi. Est-ce que je veux faire le cursus de dessinateur praticien, qui est le cursus, je dirais, un peu historique de l'école, même si on a toujours fait de l'infographie, ou est-ce que je veux m'orienter plutôt sur les techniques de dessin 3D ? Les deux cursus sont sanctionnés par un diplôme en niveau 6, ou un titre en niveau 6, et ensuite une spécialisation en 2 ans. Je pense que c'est important d'avoir en tête les différents degrés de certification. Peut-être que Emmanuel, tu veux en parler justement de ce point-là. Je peux dire un petit mot, c'est l'occasion. Effectivement, sur cette diapositive, la reconnaissance des diplômes n'est pas la même dans tous les établissements. Alors, ça sert à quoi d'avoir un diplôme qui est reconnu ? Ça sert en fait déjà à valider le sérieux de l'école dans laquelle on vient prendre un enseignement. Ça permet également, plus tard, quand on veut enseigner, par exemple, pour enseigner, il faut avoir un bac plus, selon le niveau dans lequel on veut enseigner. Ça permet éventuellement aussi, par rapport à d'autres pays, si on veut s'exporter, de faire valoir son diplôme en fait à l'étranger. Donc pour toutes ces raisons, il faut choisir des formations, si possible, qui puissent amener une certification, voire un niveau au-dessus. À l'école Émile Cole, selon l'ancienneté des formations, elles sont reconnues. On a ici sur cette diapositive les 3 niveaux qu'on peut attendre d'une école privée, j'entends, je ne parle pas du public, qui elle a ses propres règles du jeu. On a le certificat d'école, si je commence de mon côté ici, certificat d'école qui est un diplôme qui est, alors je n'ai pas le droit de dire diplôme, qui est un certificat qui est donc délivré par l'établissement et qui n'est pas encore reconnu. Pour la bonne et simple raison, par exemple ici, c'est que la formation Storyboard, on en parlera tout à l'heure, elle a commencé il y a 1 mois à Angoulême. Donc une formation ne peut être reconnue qu'au-delà d'un processus qui est assez long, qui peut durer 5, 6, 7 ans. Donc forcément, elle vient de démarrer. Donc pendant ces premières années, il n'est pas possible de délivrer de diplôme reconnu.
Je passe ensuite à la colonne suivante, dessinateur 3D. On est sur un titre RNCP niveau 6, je vous le fais simple, c'est Bac plus 3, si on veut simplifier les choses. Bac plus 3. Le RNCP, c'est un niveau de certification qui est délivré par le ministère du Travail. C'est le ministère du Travail qui va regarder ce que deviennent nos étudiants, est-ce qu'ils s'insèrent professionnellement, est-ce qu'ils ont des niveaux de salaire qui correspondent au métier qu'ils ont visé, et si c'est le cas, à ce moment-là, on obtient cette certification. Donc c'est le cas pour notre formation dessinateur 3D, qui en plus ouvre au droit aux bourses de l'enseignement supérieur. C'est encore un autre degré de reconnaissance de nos formations par les instances qui nous chapeautent. Et puis j'en viens maintenant sur la colonne tout à gauche, sur le diplôme de dessinateur praticien, qui, elle, a franchi le cap supérieur, qui est d'être reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui sous-entend que non seulement nos étudiants s'insèrent professionnellement, mais en plus on délivre une pédagogie qui a été regardée, qui a été visée par le ministère de l'Enseignement supérieur, avec un centre de recherche, etc. Donc on a mis en place un certain nombre de choses à l'école qui font que nos diplômes de nos étudiants qui font cette formation sortent avec un stage, avec un diplôme de visée de niveau 6, là aussi de Bac plus 3. Et là, j'ai le droit de dire le mot diplôme, uniquement dans la colonne de gauche. Voilà. Ouais, beaucoup d'écoles en fait aujourd'hui jouent avec les mots, c'est-à-dire master, accent Master grave avec un bachelor, etc. C'est une manière déguisée de reconnaître qu'ils n'ont pas forcément eu les autorisations visées du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est aussi une manière, malheureusement, de disperser l'information. Donc, nous, on se conforme au texte, on se conforme à ce qu'on a le droit. Pour être visé, il faut un certain nombre de prérequis. Pour être RNCP, pareil. Et quand un certificat, c'est un certificat, ça veut dire que ça veut pas dire que la formation est nulle. Attention, je dis pas ça, hein, que ce soit chez nous ou dans d'autres écoles. C'est simplement par souci de transparence. Ouais, il y a une question là-haut. Donc, s'il y a une question, je préfère qu'elle soit posée au micro, que tout le monde l'entende. Allez-y, je vous en prie. Ma question est toute simple. Est-ce que vous travaillez au niveau de l'école pour que ces deux certificats, enfin ces deux examens terminaux qui ne sont pas encore sous la forme de diplôme, vont à terme devenir un diplôme? Eh bien, on est en train de commencer celle pour le dessinateur 3D, effectivement. On essaye Et à quelle échéance, du coup? Et à quelle échéance? Là, pour le dessinateur 3D, on peut dire d'ici 2 ans, on saura peut-être si la formation passe au niveau visa. Pour le storyboard, clairement, on en reparlera dans 7-8 ans. Voilà. Non, le temps que ça s'insère, peut-être plus vite, voilà. Mais tu sais, Ouais. hein, c'est compliqué, on le sait très bien, mais voilà, je préfère prendre un peu de marge, mais en tout cas, la démarche de l'école est de faire reconnaître ces diplômes. On le verra juste après sur la diapositive d'après, on est aussi dans cette phase de reconnaissance et les choses se mettent en place petit à petit. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Typiquement, les 3 titres, on les a déposés peu ou prou en même temps. Et aujourd'hui, on a le jeu vidéo qui est reconnu en RNCP. Je ne pense pas qu'on ira chercher un visa niveau 7 parce que ça demande beaucoup de choses de type centre de recherche, universitaire, etc. Donc là, on est sur un degré encore supérieur. Mais déjà, d'avoir un titre RNCP ouvre une reconnaissance du diplôme dans son insertion. Donc niveau 7 égale Bac plus 5. Ouais, voilà. Bac plus 5. Voilà. Les autres, qui sont des certificats d'école, demandent quand même 5 ans d'études. La formation, on sait qu'elle marche, on sait que les taux d'insertion sont plutôt bons, etc. Simplement, voilà, c'est des guerres de wording, qu'est-ce qu'on utilise, est-ce que c'est illustrateur, est-ce que c'est dessinateur concepteur, est-ce que c'est concept artiste, bref. Tout ça, c'est notre problème à nous. Hein, mais là, je dirais, à aujourd'hui, vous allez rentrer en première année. J'espère que si jamais vous cherchez à faire le cursus de 5 ans, il y aura une reconnaissance. Sinon, on ne sera plus là pour vous parler parce qu'on nous aura dit au revoir. Mais en tout cas, j'espère que ça sera possible pour vous, effectivement. En tout cas, on y travaille, très clairement. Mais voilà, dans le cadre de nos journées portes ouvertes, c'est vrai que pour le coup, on dit tout. On préfère que tout soit dit et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur nos reconnaissances et nos titres. Ouais. Ah, du coup, je voulais mettre question. Je vous en prie, allez-y. Et du coup, au niveau reconnaissance internationale de ces titres, certificats, diplômes? Alors, en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, quand on donne un diplôme visé, par exemple, on donne ce qu'on appelle des crédits ECTS. Ce sont des crédits qui vont, donner un niveau de diplôme sur le plan universitaire et donc international. CTS, ce sont les crédits européens, donc toutes les universités européennes délivrent
des crédits ECTS. Donc nos étudiants, quand ils sortent, ils ont 180 crédits. 180 crédits en Europe, ça équivaut à une équivalence si vous êtes dans les pays asiatiques, si vous êtes plutôt du côté de l'Amérique, etc., vous avez des équivalences. Donc ça donne effectivement des équivalences officielles et ça vous permet d'intégrer une université en bac plus 4 équivalente, je ne sais pas, à Los Angeles ou en tout cas de candidater. Parce qu'après derrière, c'est pas parce qu'on a le prérequis que ça ouvre automatiquement. Mais au même titre que nous, quand quelqu'un veut arriver en RNCP niveau 7 jeux vidéo après la licence, c'est-à-dire il peut très bien faire 3 ans à l'ISART ou dans une autre école, on va s'assurer qu'il ait bien eu son diplôme et que ce diplôme ait les équivalents nécessaires pour rentrer dans le règlement pédagogique titre 7. Bon, c'est de la cuisine un petit peu administrative, mais toujours est-il qu'effectivement, ce sont des éléments importants qu'on doit vous dire en toute transparence et pour que vous puissiez faire un choix, c'est normal. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus dans qu'est-ce qu'on fait en dessinateur praticien, qu'est-ce qu'on fait en première année, en 3D, on va présenter les formations. On a décidé avec Emmanuel de vous montrer plutôt des visuels pour que vous compreniez bien effectivement qu'est-ce qu'on apprend et comment on passe d'une année à une autre année, qu'est-ce qu'on attend comme compétences qui doivent être validées au fur et à mesure. Là, concrètement, on a un dessin d'objet, un dessin de plâtre. Évidemment, on ne vous a pas mis les boulots de premier exercice. Les premiers exercices, ils sont dans l'allée centrale. Vous avez possibilité de les voir. Ce sont des caisses, ce sont des dessins très simplistes. Là, on est plutôt sur la fin d'année. Mais ça montre une évolution. La première année, elle est très importante parce qu'elle vient poser justement ce dessin d'observation. Très académique. D'accord ? Ça va être effectivement des journées entre 6 et 8 heures par jour de dessin sur une seule matière. Ce n'est pas 3 heures de dessin de modèle vivant le matin, 2 heures de dessin de plâtre l'après-midi. C'est 8 heures de cours sur la matière dédiée. Ça permet quoi ? Ça permet déjà, de donner la bonne information d'un point de vue théorique au début du cours. Et ensuite, ça permet de faire, de faire, en fait. Simplement de faire. Je dis souvent que ça permet de se tromper. Quand vous avez 8 heures de cours pour faire un dessin, vous pouvez ça peut éventuellement mal partir. Et puis on continue et puis ça se passe pas bien. Et donc à un moment donné, on fait marche arrière, on dit bon ok, j'y arrive pas, hop, je prends la feuille, je reprends une autre feuille et je recommence. Donc 8 heures permet d'installer vraiment son dessin, ça prend le temps d'observer, de voir les choses. Effectivement, le dessin de plâtre, lui, il est imperturbable, le pauvre. Donc il faut effectivement prendre le temps de prendre des mesures. Il y a des problématiques de cadrage sur un dessin comme celui-ci. Quand vous avez le bord de votre plâtre qui touche ici, là, en haut, il est parfaitement cadré dans sa page, il est parfaitement proportionné. Et puis l'étudiant est venu ensuite travailler sur les valeurs. Et il y a aussi un travail dans le dessin de plâtre sur le portrait. C'est aussi une matière qui vous amène en fait à travailler le portrait. Donc on est vraiment dans cette problématique de la représentation du réel dans toute son excellence. Là, on a des exemples de dessins plutôt modèles vivants, traitement fusain, traitement crayonné, etc. Donc il y a plusieurs techniques évidemment, et tout ça passe d'abord par du dessin d'observation. Toutes ces matières en fait de dessin d'observation vont venir s'enrichir mutuellement. C'est pas parce qu'on fait 8 heures de dessin de plâtre que ce qu'on va apprendre en dessin de plâtre ne va pas nous servir en dessin de personnage et inversement. Donc c'est une construction globale d'une année sur l'autre qui amène ça. Les progrès, ils sont, franchement, de manière très, très objective et très neutre, hallucinants. Pour tout le monde, peu importe la notion de passage, pas passage en année supérieure, etc. Je dirais, si quelqu'un vient faire 1 an à l'école, à la fin de sa première année, il repart avec 1200 heures d'enseignement. Donc, dense, pas évidente, parce qu'il faut savoir effectivement se préserver, il faut faire exigeantes, mais les progrès, ils sont incroyables. Et la manière d'observer, elle change complètement. Donc c'est ça en fait, c'est ça ce dessin d'observation. C'est très traditionnel, bien sûr. C'est pour ça qu'on demande du dessin d'après réel pour rentrer à l'école, on en parlera tout à l'heure. C'est pour pouvoir justement juger si le candidat ou la candidate est apte à se projeter sur une année de dessin comme celle-ci. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que tout le monde va progresser. C'est que, en fait, effectivement, il y a des niveaux différents de dessin. Oui, on ne peut pas le nier. Quand les gens rentrent à l'école, il y en a qui dessinent un peu mieux que d'autres. Mais ce qui est formidable dans la progression, c'est de voir que tout le monde va progresser et va franchir effectivement plusieurs caps dans l'année
en termes de représentation du monde réel. Voilà d'autres Encore un exemples exemple, d'études effectivement. documentaires, un drapé. Mm. Donc la couleur vient progressivement. Là, on est plutôt sur des travaux de fin d'année, Ouais. notamment sur le drapé qui est ici. Alors là, il y a un mot, il y a quelque chose que je veux rajouter. Là, on arrive sur une planche de bande dessinée ou une planche d'anatomie. Alors l'anatomie, effectivement, artistique, hein, l'anatomie artistique est très utile quand on fait du modèle vivant. Ce que je veux dire par rapport à la bande dessinée, c'est que on vous parle de dessin académique en première année. On est d'accord qu'on est sur la première année du cursus dessinateur praticien. Mais il y a aussi, dans cette année-là, des cours de bande dessinée, des cours de dessin animé, des cours de graphisme, et la diapositive d'avant où on avait du dessin de personnages. Alors on dirait différemment aujourd'hui, parce qu'il faut tout angliciser, du caractère design. Les gens ont beaucoup ça en tête, le caractère design. Nous, on parle de dessin de personnages, excusez-nous de parler de cette manière-là. Mais en réalité, ce sont des cours qui sont très importants et qui vous permettent de sortir justement du cadre académique pour aller vers déjà une petite ouverture vers ces spécialisations que vous allez ensuite avoir en deuxième année, troisième année, jusqu'à la cinquième année. Pour la deuxième année, alors on n'est plus du tout dans le même level, on va dire. Là, on est fin deuxième année, hein, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, ne dites pas « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Je vais jamais y arriver. » Non, non, non. Au contraire, l'idée, c'est d'arriver à ça. Ça, ce que vous voyez, c'est finalement un décor. C'est du dessin d'objets. Tout à l'heure, il y avait une chaussure, c'est tout. Là, maintenant, on a un décor. Évidemment, on n'a pas la chaussure, elle est dans le décor. Ouais. On n'a pas ce type de décor d'après dans l'école. Enfin, je veux dire, c'est évidemment de l'imaginaire. Mais le fait d'avoir été contraint à comprendre d'abord et à dessiner ce qui nous entoure quotidiennement permet ensuite de construire ça et de construire progressivement. La perspective permet aussi de construire ça. L'anatomie permet aussi. Voilà. Bref, tout ça, c'est une synthèse. Et en fait, la deuxième année, c'est encore du dessin académique, mais progressivement, on va vers l'aspect narratif. Tout est une question de rythme, tout est une question d'étape. Et là, très clairement, on est sur une étape franchie en termes de narration par rapport à ce qu'on avait en première année. Et très concrètement, on arrive tous, enfin vous arrivez les étudiants, à ce niveau-là, évidemment, à un moment donné, si jamais il y a eu cette complicité, cette notion, cette volonté d'avancer, de progresser, etc., c'est tout à fait faisable. Et ensuite, on verra, mais ça se décline encore plus. À terme, en fait, l'idée, c'est de déformer avec justesse ce qu'on vous a appris à dessiner avec justesse, de manière identique, pratiquement. Donc c'est cette notion progressive, ce qu'on appelle la narration, de déformation du réel, pour raconter quelque chose. Ça, c'est évidemment quelque chose, sauf si vous connaissez des gens qui ont un atelier pareil, j'aimerais bien, mais c'est quelque chose qui est complètement narratif. Inventé. C'est une invention, en fait. Au même titre que les décharnés qu'on peut avoir ici en anatomie artistique sont bien évidemment de l'irréel, mais c'est obligé de passer d'abord par l'étude de l'anatomie telle qu'on l'a vu tout à l'heure en première année. Ils apprennent les muscles, ils apprennent le squelette, ils apprennent tout ça. Mais on le met au service, voilà. Vous le mettez au service d'un personnage, d'un élément ici, le chien, et effectivement qui permet d'illustrer dans une BD, dans un film, le chien, vous pouvez le situer dans n'importe quel, dans un jeu, etc., dans n'importe quelle production. Et ce cours est porté par Cédric Perravernet et Claire Grimont, qui sont effectivement des personnes qui ont, pour Cédric, pignon sur rue sur le plan professionnel, en termes de caractère design, justement. Donc on est en plein dans ces problématiques d'association. C'est quoi l'anatomie ? On la met au service de quoi ? On le met toujours l'anatomie au service d'une narration, parce qu'on va faire un chien qui fait une action dans une histoire. Voilà. En deuxième année, on commence également à aborder l'aspect numérique. Première année, pas de numérique. Deuxième année, un petit peu de numérique. Troisième année, là, on passe sur des logiciels. C'est quelque chose qu'on assume complètement, parce qu'au lieu, effectivement, déjà, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le monde des logiciels, il évolue très vite. Un logiciel qui est valable aujourd'hui, là maintenant, à part les socles type Photoshop, etc. Et encore, Photoshop est en train de se faire attraper par Procreate. Bref, je ne vais pas à vous de les faire, mais c'est compliqué de savoir si à 5 ans, ça sera les mêmes. Donc, on préfère passer du temps à enseigner le dessin plutôt que passer du temps à enseigner un outil qui évolue tout le temps. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose,
c'est qu'il est beaucoup plus facile de faire CTRL-Z quand on est sur une machine, Pomme Z aussi. ou Pomme Z, que de faire ça avec du fusain, ou de la gouache ou de l'aquarelle. Voilà. Donc ça suppose quoi? Ça suppose préalablement d'avoir réfléchi, d'avoir observé, d'avoir pris le temps. C'est cette contrainte-là, en fait, qu'à un moment donné, dans le monde professionnel, et une fois que vous êtes sur l'outil numérique, vous êtes complètement libre de cette contrainte parce que ça va plus vite, en fait, finalement. Il y a moins de contrôle. Parfois douloureux, du fusain ou de la gouache ou de l'acrylique, de quelque chose d'un peu matériel, concret. Voilà. Bon, on n'est pas bête, on sait bien que vous n'allez pas vivre en faisant du fusain toute votre vie. Donc à un moment donné, évidemment, on arrive sur du logiciel. Ça en est la preuve. C'est un dessin de projet de groupe qui se fait en dessin d'objet où ils sont plusieurs. Il y a des cours d'infographie numérique également. Mais l'idée, c'est pas de maîtriser parfaitement le logiciel, c'est de simplement concevoir qu'il existe un autre outil que le fusain ou l'acrylique ou l'aquarelle. C'est plus en 3e année qu'on commence à aborder la problématique du logiciel. Là, on a quelques petites animations pareilles, traditionnelles. Donc tout ça, c'est du dessin animé, comme son nom l'indique. Émile Cole, c'est quand même l'inventeur du dessin animé. C'est aussi pour ça qu'on a appelé l'école Émile Cole. C'est le premier qui a eu l'idée de tourner la caméra pour filmer en fait ses dessins. Et à l'école, jusqu'à la 3e année, ils font du dessin animé à la main. Donc l'idée, c'est d'étudier toutes les problématiques de bond, de marche, de saut, etc., avec plusieurs objets. Et ok, ils sont peut-être pas forcément à la pointe de Blender ou du dernier outil numérique, mais n'empêche que quand ils sont capables de comprendre non seulement la charge de travail que représente une seconde d'animation, mais aussi la justesse avec laquelle ça doit être posé, derrière, dans les studios, ça décloisonne et ça aide vachement les étudiants à monter les étapes, quoi. La 3e année. La 3e année, elle est importante parce que c'est l'année de diplôme. C'est une année qui est professionnalisante, puisque pour le coup, à la fin de la 3e année, l'étudiant ou l'étudiante peut très bien partir, s'installer, vivre, quoi, puisqu'on a justement des insertions. Ils peuvent aussi se dire, tiens, je vais continuer dans une autre école ou à l'école Émile Cole. Donc cette 3e année, elle est importante. Et à l'école, on la conçoit un peu différemment des 2 autres années. Toujours du dessin, évidemment. Toujours cet aspect à la fois traditionnel, mais également numérique, parce que la première partie de la 3e année est orientée au niveau des logiciels, puisqu'ils ont un stage de 2 mois qui arrive en janvier et en février. Donc s'ils ne sont pas, j'allais dire exploitables, c'est terrible, s'ils ne sont pas aptes, c'est mieux, à utiliser les termes, les logiciels, par exemple, ils ne vont pas forcément pouvoir trouver tout de suite un stage, donc c'est pour ça. Mais ça vient à la fin, ça vient en début de 3e année. Il y a un stage de 2 mois, et ensuite il passe un premier diplôme, qui est le diplôme de dessinateur praticien, qui est à la fois du contrôle continu, mais également ce qu'on appelle un exercice, la loge. La loge, c'est concrètement une épreuve qu'on passe en fin de 3e année, qu'on a emprunté aux Beaux-Arts, pour le coup. Le terme de loge. Le terme loge. Ouais. Le terme de loge est Ouais. un terme emprunté, effectivement. Emprunté aux Beaux-Arts, qui est concrètement... À l'époque, ils enfermaient littéralement les étudiants pendant 4-5 jours et ils passaient un examen sur 4-5 jours. Et les enfermaient dans une loge. Voilà. Et ils dormaient sur place. Ils mangeaient sur place, ils dormaient sur place. Bon, nous, on ne fait pas ça. Hein. Mais non. Je préfère quand même rassurer tout le monde. Ils ont le droit de venir et de partir. Mais par contre, le principe de synthèse d'un savoir sur un exercice qu'on va décliner sur 2 jours, ça nous intéresse beaucoup. Et ce qu'on trouve très intéressant, c'est de voir avec je dirais pas la facilité, mais avec l'aisance à laquelle tous les étudiants vont produire quelque chose. Finalement, il n'y en a pas un seul qui va rester, ou parfois à la marge, mais vraiment rarement. Passer le moment de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Ça va être l'enfer », enfin bref, qu'on a tous connu quand on passait un examen. Passer ce moment-là, on synthétise, et ils synthétisent de manière assez brillante, la plupart du temps, tout le savoir-faire qu'ils ont pu accumuler pendant ces 3 années. À peu près 3200 heures d'enseignement quand même sur les 3 ans. Donc ça en fait de la matière à synthétiser. Mais voilà, donc on va décliner en fonction peut-être des spécialisations dans lesquelles ils souhaitent aller, donc cinéma d'animation, jeux vidéo ou en édition. Ils vont avoir un travail de recherche, de synthétisation des recherches, et puis un travail la 2e journée
plutôt d'animation s'ils font du cinéma, plutôt de production d'un visuel de jeu s'ils veulent faire du jeu vidéo, ou une BD illustration en édition. Ça, c'est la 3e année. C'est cette synthèse qui fait qu'on est capable de devenir dessinateur praticien, finalement. C'est-à-dire qu'en pratique, on reçoit un sujet, on le cherche, on le pré-prod, on le met en production et on le présente. C'est exactement ça, avec une direction artistique. Donc par exemple, là, il y avait le thème, c'était la chasse à la baleine de Prévert. Donc voilà, il y avait toute une mise en place de recherche. Il y avait Diogène de Sinope qui était un petit peu en rupture à l'époque avec son monde. Donc l'idée, c'était ça, c'était d'illustrer des anecdotes de ce personnage d'une manière graphique qui est propre à l'étudiant ou l'étudiante. Après, ils pouvaient le transformer en mode jeu vidéo. Donc, en gros, on a Diogène qui est là tranquillement. Justement, c'était toute une. Enfin, bref, je ne vais pas vous faire les sujets, mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une map, une sorte de carte en 3D, en jeu vidéo, avec ce qu'on appelle des items à côté. Ça, c'est une autre déclinaison qui a été faite par Tom Warrow, là, qui est actuellement en 4e année. Pareil. Donc, on peut penser que ça a l'air assez minimaliste, mais en fait, c'est très compliqué à mettre en place tout ça, toutes ces problématiques. Il faut trouver le personnage, il faut comprendre, presque le faire aller dans un gameplay, bref. Voilà. Donc ça, on l'apprend, ce qu'on appelle l'interactivité. Là, c'est encore un autre exemple. Alors, c'est une autre fable. Il faut tuer un ours pour pouvoir libérer une princesse. Voilà. Et là, c'était un diplôme plutôt en édition, où il fallait illustrer une histoire. Voilà. Tiens, je sais pas. Il y a sans doute une petite question YouTube. Donc on voit bien quand même par le dessin la progression. On est parti quand même d'un fruit ou d'une chaussure et on arrive à ça, quoi. Donc et ce n'est qu'une facette de tout ce qui peut être produit par les étudiants de 3e année. S'il n'y a pas de questions, ouais. Ah, il faut le micro là-haut. Tu peux le lancer si tu veux. Attendez, je vais vous amener le micro et puis ensuite, une fois que je vous aurai donné le micro, je vais lire la question posée, je vous en prie. Merci. J'ai 2 questions. La première, c'est donc jusqu'en 3e année, on est sur des modules de 8 heures par jour. Voilà. Oui. La deuxième question, on ne parle pas du tout d'histoire de l'art ? Si. Si, mais on ne voulait pas oui, on voulait pas trop charger le débat. Mais non, ils ont 4 heures d'histoire de l'art par semaine. Ils ont de l'histoire du cinéma, ils ont de l'histoire des médias, ils ont des cours d'anglais, ils ont des cours en anglais. Enfin bon, bref, il faut les occuper. Il y a 1200 heures par an, donc c'est pas que du dessin, évidemment. Et là encore, il y a une notion de progression en fonction des niveaux qui est cohérent avec le message pédagogique, quoi. C'est-à-dire qu'on va commencer par les grands courants d'art, de l'histoire de l'art en première année, puis ensuite on va aller quelque chose d'un peu plus spécifique en 2e année. On va aller étudier la musique, on va aller étudier l'histoire d'Internet, on va faire des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est fondamental d'ailleurs. Vous avez fait, c'est très bien de poser la question parce que c'est une différence qui se fait après à terme, la culture. Et on en fait jusqu'en 5e année même, concrètement de l'histoire de l'art. Donc non, c'est très important. Et la question qui était sur YouTube, ça porte sur à quel moment on doit présenter les dossiers, etc. On va en parler juste après. Donc on répondra à la question tout à l'heure. Moi, j'avais juste une question. Vous ne nous avez pas expliqué comment se passe le passage d'une année à l'autre. Oui. Est-ce qu'il y a un examen final ou est-ce que c'est un examen d'une année? Tout à fait. Oui. Il y a 200 places en première année. On part du principe que quand les étudiantes ou les étudiants arrivent en première année, on ne se connaît pas forcément, ils connaissent l'école, mais on ne connaît pas le niveau. Donc il y a, je dirais, une sélection qui se passe vraiment entre la première et la 2e année. On va dire que 200, ils passent à 165 à peu près. Il y a une trentaine, 30, 40. 168. Ouais, qui ne vont pas en 2e année. Il y en a qui arrêtent en cours d'année parce que voilà. Il y en a qui ont d'autres soucis. Après, c'est le conseil de classe, c'est pas nous, c'est pas Emmanuel ou moi, ce sont les professeurs qui vont statuer en fonction de la progression, en fonction de l'implication aussi, le savoir-être qui est important. Est-ce que l'étudiant est arrivé en retard tous les matins et est parti en avance tous les jours? Ça, c'est des choses qu'on évalue, qui sont importants à avoir en tête, parce que finalement, c'est que le préalable à la vie professionnelle, c'est du bon sens tout ça.
Et ensuite, effectivement, il y a un conseil de classe qui statue en fin d'année et qui rend sa décision. Généralement, c'est surtout de la première à la deuxième année. Il y a encore peut-être parfois des gens qui arrêtent en deuxième année et pour aller jusqu'en troisième année. Après, en fin de troisième année, il y a ce diplôme. Je dirais un taux d'échec du diplôme, peut-être sur 100, ils sont 150 à peu près. Il y a peut-être 2-3 personnes qui ont pas leur diplôme de troisième année, quoi. On fait ça parce que on pourrait très bien dire on prend 200 puis on les monte tout le monde, on fait passer tout le monde. Or, tout le monde n'a pas forcément les capacités artistiques, en tout cas telles que nous on les voit à l'école, encore une fois, pour aller jusqu'au bout. Donc plutôt que de dire si tu vas y arriver, mais bien sûr que tu vas y arriver, alors qu'on sait pertinemment qu'il ne va pas y arriver, il faut dire les choses en fait. Le fait qu'on soit visé nous aide également, parce que du coup les crédits ECTS qu'ils arrivent à avoir quand même en fin d'année, c'est pas parce qu'ils ont leur crédit ECTS qu'ils passent automatiquement en deuxième année, permet d'aller faire valoir une première année pour rentrer en deuxième année dans une autre école par exemple. Donc il n'y a pas de perte, je dirais. Il n'y a pas d'autre école de toute façon qui donne autant de place au dessin en termes de volume d'heures. Si vous épluchez toutes les plaquettes des écoles, je vous mets au défi de trouver des écoles qui communiquent les heures à part nous. Donc parfois, ma première année, parfois, c'est deux fois les heures qu'on a dans d'autres écoles. Donc je dirais, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, très clairement. Il y a quand même une certaine exigence. On note la progression. C'est des facteurs que nous, on a en tête. Et si jamais, malheureusement, ça ne peut pas aller en deuxième année, on réoriente. Il y a des redoublements qui sont possibles. Enfin, voilà, on trouve toujours une solution, quoi. Ah ouais. Et on pourrait peut-être, pour compléter ce que vous venez de dire, parce qu'après, comment fait-on pour évaluer en fait, le travail produit par les élèves? En fait, on passe par un système de notation très simple qui va de 0 à 20, où on considère qu'un travail qui est à 10 sur 20 est un travail qui répond à la demande, qui n'est pas un travail exceptionnel, mais qui répond à la demande. Donc effectivement, il y a une notation toute l'année, on fait des bulletins semestriels, donc il y a un bulletin en janvier, il y en a un qui est au mois de juin, et on utilise effectivement les résultats quand même aussi bien sûr, ces notes disent quelque chose, et elles sont évaluées en fin d'année au conseil de classe. 10 étant une bonne note, hein. Ah, cool. 10, oui, c'est une note. C'est pour ça que j'ai bien dit. Oui, 10, c'est une bonne note. Tant qu'à être transparent jusqu'au bout. Autant, il commence à 6, 7, 8, 9, 10, 11, et il monte à... Le dessin ne se note pas exactement comme un devoir de maths, c'est compliqué. Donc il y a toujours cet aspect de progression. Il vaut mieux partir à 8 et terminer l'année à 12, et puis la deuxième année recommencer, etc. C'est ça qu'on vient évaluer. Alors quand il y a des choses sublimes, évidemment, on va pas se... Mais globalement, tout le monde progresse. Si quelqu'un n'arrive pas forcément à progresser, c'est là où nous on dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Et on reçoit beaucoup de monde. Moi je dois faire 200 rendez-vous par an à peu près des étudiants. Toi tu en fais beaucoup aussi. J'en fais le double. Donc voilà, on essaie de comprendre les choses, quoi. Mais t'en fais le double, t'as dit? Ah ouais, putain. C'est fort. Parce qu'on a une petite compète entre nous. En fait, j'en fais le triple. Donc du coup, on les connaît, on essaie de les accompagner un maximum. Mais voilà, la notation à l'école, c'est effectivement pas du tout la même qu'on peut avoir au lycée. Et des fois, ça fait bizarre. Bon, au moins, on vous le dit, comme ça, tout le monde est au courant. Mais c'est pas quelque chose qui vient sanctionner. C'est quelque chose qui vient apprécier à un instant T le devoir. Et évidemment, on est censé progresser au fur et à mesure de l'année. Sachant qu'il y a des critères. Les profs, c'est pas au doigt mouillé. Quand ils mettent une note, il y a des critères d'exécution. Il y a des commentaires, etc. Tout est parfaitement expliqué. On va avancer parce que oui, le temps passe. Chaud. Bac plus 5, rapidement. On est sur les 2 dernières années. On n'est plus sous la contrainte du dessin, de savoir comment on dessine une pomme, une ellipse, etc. Là, vraiment, c'est fini. On a bien commencé à prendre nos marques. Là, on va aller sur l'aspect, je dirais, beaucoup plus de conception. On libère progressivement l'imaginaire. On crée son style. Vraiment, on a déjà un style peut-être, mais là, on vient l'affirmer et on va développer cette sensibilité sur des médias qu'on va choisir. Et c'est là où on fait, ok, je veux faire de l'anime, ok, je veux faire de l'édition, ok, je veux faire du jeu. Ce qui est génial, peut-être c'est un peu notre potion magique, c'est que c'est pas parce qu'on décide de se spécialiser en animation qu'une fois qu'on est dans la vie active, on peut pas faire une BD. Bah ouais, parce qu'en fait, on a appris à faire une BD et moi j'ai le Philippe Roland de Kaelou tout à l'heure, c'est un fan de dessin et il fait des affiches pour le cinéma, il fait de la réalisation en tant qu'intermittent chez Cube, etc., etc. Ils ont une liberté, ils peuvent choisir au fur et à mesure de savoir ce qu'ils ont envie. Donc là, pas tout de suite, il faut quand même choisir.
Et donc, on fait ça en bac plus 5, donc année 4 et année 5. Les objectifs de la 4e année, c'est évidemment donc de se spécialiser, c'est d'expérimenter des techniques. On va aller, tiens, je vais animer avec du sable, comment ça réagit, tiens, je vais animer avec de la peinture sur banc-titre, comment ça se passe, etc. Et du coup, on trouve son écriture et on commence à préparer son projet. Parce qu'une des grandes différences aussi qui caractérise l'école depuis très longtemps, c'est qu'en 5e année, chaque étudiant réalise seul son projet. Seul. Il a des profs, il n'est pas tout seul. Mais c'est là où il va finalement raconter ce qu'il a toujours peut-être voulu raconter. On dit souvent, dans ta vie, peut-être que tu n'auras pas forcément tout le temps l'occasion de produire un film de A à Z tout seul. C'est à ce moment qu'il faut le faire. On le fait également parce que quand une personne, que ce soit sur de la BD, du jeu vidéo ou de l'animation, se contraint sur une chaîne complète de production, il va savoir à quel moment il a eu des difficultés pour passer d'une étape à une autre. J'explique. Je dis, tiens, je vais dessiner une créature hybride avec des poils longs de 4 mètres et je vais l'animer parce que j'ai toujours voulu faire ça. C'est difficile d'animer une créature qui a des poils longs de 4 mètres, surtout si on se dit, tiens, je vais le faire en traditionnel. Ça, c'est des erreurs qu'on n'aurait peut-être pas forcément vues ou en tout cas compris si on avait été segmenté dans un endroit de la chaîne de production. Et ça, pour nous, c'est très important. Donc, c'est difficile, mais par contre, à la fin, systématiquement, ça donne des résultats qui sont très, très, très intéressants. Très intéressants parce que diffusable, exploitable, entre guillemets, pour l'étudiant. Il peut montrer une carte, je dirais, de visite qui va de la pré-production à la production jusqu'à la post-prod, et ce, dans les 3 médias, peu importe. Et du coup, se distinguer aussi par rapport aux autres qui arrivent sur le marché du travail à bac plus 5, parce qu'il n'y a pas que les écoliens qui arrivent sur le marché du travail à bac plus 5. Mais nous, c'est l'idée. Il y a un stage de 6 mois qui se passe non pas pendant la 5e année, mais qui se passe à la fin de la 5e année. Donc, en gros, première soutenance de diplôme en juin. Ils partent en stage 6 mois. Ils reviennent en janvier et ils soutiennent une deuxième fois pour dire, voilà, mon stage, j'ai appris ça, ça, ça et ça. J'aurais fait peut-être mon projet différemment si j'avais, etc., etc., etc. Ils se confrontent réellement et la plupart d'entre eux reviennent généralement avec un super réseau, une offre d'emploi, une collaboration qui perdure, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est pas pendant l'année, c'est à la fin de l'année. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Il y avait une autre question tout à l'heure sur YouTube qui concernait Parcoursup et le dossier de dessin. Donc on y répondra. On arrive, j'y suis. On y arrive, on va y arriver. Oui. Alors là, c'est c'est indépendant du type de voie après qu'on va suivre, mais est-ce que vous avez une idée de la professionnalisation des hommes versus les femmes qui sortent de l'école ? Alors nous, on a aujourd'hui à l'école, je dirais 70% d'étudiantes. Donc, et en section jeux vidéo, je crois que sur 20 étudiants, il doit y avoir 16 filles, je crois. Ouais. Voilà. Et alors que dans le jeu vidéo, puisque il y a même des associations qui se montent par rapport à toutes ces problématiques-là. Ce sont des métiers avec effectivement beaucoup de garçons, de gars. Et il se trouve qu'à Émile Cole, c'est tout à fait inversé. On a beaucoup plus de filles en fait qui partent dans ces filières-là. Donc ça se féminise, du point de vue de l'image en tout cas. Ouais. Point de vue programmation. Tout ce qui est insertion, après, c'est aux industries de s'organiser. En tout cas, nous, au niveau de la formation, on ne fait pas de tri homme-femme. Hein. De toute façon, il y a je dirais, le cursus d'entrée, c'est Parcoursup, et les dossiers sont anonymes. Donc voilà. Et après, il se trouve qu'effectivement, c'est de plus en plus de femmes, mais c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Et les jeux vidéo, d'ailleurs, c'est très amusant de voir qu'il y a on part souvent du préjugé que les hommes ils vont faire des trucs de bourrin, etc. En fait, non, ça marche aussi, ça marche très très bien. Donc non, c'est... Ouais, voilà. Sur la formation de dessin 3D, c'est une formation qui est un peu plus jeune. Que même si encore une fois on en faisait de la 3D depuis un petit moment, mais ah oui, ça je peux en témoigner. J'ai lancé la première formation 3D à l'école Émile Cole en 1994. Voilà. Ah, c'était pas les mêmes ordi, hein. C'était pas pareil. Non, mais, je confirme. Tu confirmes aussi ? Okay. Aujourd'hui, très clairement, on nous dit ouais, mais la
2D, nanana, bon, ce serait bien de faire de la 3D, tout le monde fait de la 3D, je parle des studios. Hein. Bon, on leur dit oui, mais quand même, enfin bon, on a passé tous les débats, on s'est dit non, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, mais il ne faut pas faire quelque chose de technique. Parce que il y a l'ESMA, il y a RTFX, il y a des très bonnes écoles là-dedans. Hein. Nous, bon, ok, très bien. Nous, c'est le dessin. Nous, on apprend à dessiner aux gens. Et ensuite, derrière, ils vont sur des softs. Mais quand même, le cursus de dessinateur 3D, comme son nom l'indique, c'est un dessin en 3D. C'est quelqu'un qui va dessiner en 3D. Donc la première année, elle va être orientée autour d'un dessin traditionnel. Je dirais 60% du temps va être orienté sur du dessin traditionnel. 40% du temps va être orienté sur de la technique, donc de l'apprentissage des logiciels. Mais pas juste de l'apprentissage pour apprendre un logiciel. C'est-à-dire qu'on va continuer à dessiner sur le logiciel, on va continuer à modéliser sur le logiciel. On ne va pas prendre une base d'objets existantes pour s'amuser à les éclairer. Non, on va créer l'objet et ensuite on va l'éclairer. C'est ça en fait. La deuxième année, on switch. C'est-à-dire que 60% du temps, 70% du temps, on est sur l'ordinateur. 30% du temps, on est encore en train de dessiner d'après réel, avec un modèle vivant, on fait de la sculpture, etc. Et la dernière année, qui est donc la troisième année 3D, on passe sur l'année de diplôme. Et elle est différente de la troisième année du dessinateur praticien. Elle est un petit peu calquée sur le modèle de la cinquième année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, en troisième année, eux, ils ne vont pas faire une loge, ils vont avoir un contrôle continu, mais ils vont surtout passer une soutenance de diplôme. Donc ils vont devoir, un peu comme en cinquième année, concevoir seuls leur projet. Alors on ne demande pas évidemment de faire de la conception d'une œuvre, puisqu'on n'en est qu'à un stade de dessinateur 3D un peu praticien. Donc ils vont avoir une compétence très définie, comme par exemple ici Adriano Leo, lui sa compétence c'était de la modélisation avec des matières, pour le coup de matière sculpture et de l'éclairage. Donc il a fait un diplôme là-dessus autour de ça, que je vous invite à aller voir sur notre Vimeo parce que c'est un petit bijou. Vincent, il a fait un jeu avec un trailer. Voilà. Donc ça, c'est troisième année 3D parce que c'est un peu plus spécialisant quand même que le dessinateur, puisque du coup, on a un outil numérique qui est beaucoup plus développé. Il y a 6 mois de stage, soutenance en juin, soutenance en janvier. Et après, derrière, il y a une possibilité quand même d'intégrer la 4e, 5e année. Aujourd'hui, on en a une qui a continué, les autres, ils ont du boulot. Mais concrètement, effectivement, c'est un diplôme qui commence à être très, très, très intéressant, très apprécié aussi des professionnels, parce qu'il n'y a pas que la composante ultra technique, il y a aussi une composante de dessinateurs qui les intéresse. Voilà. Ce matin, il y avait une conférence avec Big Company, qui est un studio de 3D. Il y a un jeune qui est en stage actuellement, qui vient de finir la 3D, qui a fait la prépa, et ils ont aussi embauché quelqu'un qui a fait la 5e année en cinéma d'animation et qui travaille en 3D aujourd'hui. Donc vous voyez, ils embauchent à la fois aussi des 5e et des 3e années. Donc, on est plutôt fiers de cette filière qui est enseignée dans la partie informatique. Je ne sais pas si vous avez fait la visite, mais qui est juste à côté. Ouais, il y a une question là-bas. Ah, une question. Hop là. Allez-y. Est-ce que la pratique de la 3D elle est aussi présente dans l'autre cursus de formation? Elle est présente en 4e, 5e année. On est toujours pareil sur une logique, je dirais, où les étudiants ont presque un pied dans le métier. Quand ils sont en 3D, on sait qu'en 3 ans, ils vont avoir un pied dans le métier, donc on peut se permettre de leur enseigner Maya, d'arrêter DS Max et potentiellement de les mettre sur Blender. Ça, c'est que des noms de logiciels, parce qu'on a la veille qui est faite par les professeurs, qui sont tous des professionnels en activité, et qui vont dire « Oula, là, ça serait bien que vous fassiez ça et ça et ça ». On fait la même chose en 4e année jeux vidéo. Ils ont un socle très important au premier semestre de remise à jour en 3D. Mais en fait, ils en prennent beaucoup d'informations, mais ils l'absorbent sans aucun problème parce qu'apprendre à utiliser un logiciel, une fois que tu en connais un, généralement les autres, ils se déclinent assez facilement. Donc ça, c'est en jeu vidéo, en animation, et même en édition, il y a également toute une partie liée au logiciel, mais un petit peu moins soutenue, évidemment. C'est une caractéristique intéressante. La 3D, pour les gens qui font de l'édition, est aussi utilisée parce que l'industrie du cinéma d'animation, du jeu vidéo, ils font énormément appel à des illustrateurs pour fabriquer les décors qui vont ensuite être insérés. On parle dans ce cas-là de matte painting. Donc on fait appel à des gens qui ont vraiment une science de la reproduction et de la composition d'images et de décors dans le cinéma d'animation et le jeu. Et il y a forcément une petite composante 3D. Donc tout ça, effectivement,
ça intervient sur la 4e et la 5e année du cursus dessinateur-concepteur. On propose des prépas. On entend, j'aime bien dire beaucoup, dans les salons. Moi, généralement, je fais des conférences dans le Start ou SFA. Et la question, c'est est-ce qu'il faut faire une prépa ? Vous êtes sûr qu'il faut faire une prépa ? Franchement, est-ce qu'il faut vraiment... En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 10 ans, 15 ans, beaucoup d'entreprises privées ont créé des prépas. Ils ont bien vu que les métiers artistiques, le dessin n'est pas forcément appris de manière soutenue au lycée. J'enfonce pas des portes ouvertes quand je dis ça. Donc du coup, ils se sont dit, oui, donc comme des écoles comme Cole ou comme Artefix ou comme les Gobelins sont exigeantes à l'entrée, on va faire des prépas. Et donc, c'est devenu dans l'imaginaire des gens quelque chose de nécessaire. Nous, on a toujours fait des prépas, mais pas pour des raisons, je dirais, purement mercantiles. On dit qu'elle est facultative. Sur Parcoursup, je dirais, sur les 200 étudiants qui rentrent, pratiquement 60%, 70% sont des gens qui n'ont pas fait de prépa. Donc ils rentrent en première année, ils ont un niveau qui est cohérent. Alors ils ont peut-être pris des cours ailleurs, ils ont peut-être fait des cours du soir ailleurs, mais ils n'ont pas forcément fait une année de prépa. L'année de prépa, nous, par contre, on pense qu'elle doit être importante pour des raisons bien précises. Je ne suis pas sûr de vouloir faire une école de dessin. Franchement, j'aimerais bien, mais pour le moment, c'est de la passion, j'aime ça. Mais je ne suis pas sûr de partir dans un investissement de 5 ans, parce que c'est un investissement en temps, en finance. Donc, je vais faire une prépa. Et à ce moment-là, il faut choisir une prépa qui soit orientée peut-être autour de ce qu'on veut faire, du dessin. Nous, c'est ce qu'on propose, une prépa autour du dessin. Ensuite, il faut que ce soit peut-être des gens qui se posent des questions autour de est-ce que j'ai le niveau, tout simplement. Je veux vraiment faire ça. Franchement, j'ai fait plaisir à papa, maman, j'ai fait bac S, mais moi, ce que je veux, c'est faire du dessin. Et à ce moment-là, peut-être qu'une prépa, oui, elle est bien. Pourquoi elle est bien ? Parce qu'elle va permettre à l'étudiante ou à l'étudiant qui fait ça, qui a la chance de pouvoir en faire une, parce que c'est aussi une chance, de ne pas subir un enseignement intensif ensuite en première, en deuxième ou en troisième année. Donc c'est ça les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai le niveau ? Bon ça on en discute ensemble, vous venez nous voir au book. Désolé effectivement là pour les books il y avait du monde, je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de monde en book, mais concrètement on en fera d'autres, mais vous venez voir des gens pour donner des conseils. Il faut aller dans les écoles pour se dire effectivement est-ce que je me projette ? Et il faut regarder les programmes. La prépa à l'école, nous c'est à peu près 800 heures, 830 heures de dessin. Oui à peu près oui. Donc les progrès ils sont pareils, très importants. Il n'y a pas de sentiment, je dirais, on ne met pas de pression entre guillemets de passage, puisque environ 100% des étudiants qui font la prépa, qui ensuite vont sur Parcoursup, quand même, ils sont obligés de passer par Parcoursup, on les retrouve en première année. La question qu'il faut se poser, c'est combien d'entre eux on retrouve en deuxième année ? Et là, on est aux alentours des 70% d'entre eux qui arrivent quand même à aller en deuxième année. Il ne faut pas oublier que quand quelqu'un rentre en première année, il a quand même un niveau qui est ici par rapport à une prépa. Donc la prépa, elle est censée ramener au niveau pour entrer en première année. Mais on va un peu plus loin, nous, du coup, parce que c'est les mêmes cours, entre guillemets, même si les exercices changent. C'est pareil, des ateliers de 6 heures, ça permet de se jauger par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut faire une prépa pour entrer dans une école d'art ? Nous, on pense que non, c'est facultatif. Est-ce que si j'ai la possibilité de le faire, ça peut m'amener quelque chose ? La réponse est oui, bien sûr, mais il faut se poser les bonnes questions en amont. Alors, une question. Attendez, je vais vous passer le micro. Et comme ça, allez-y. Juste, quelle place vous donnez à la prépa par rapport aux élèves qui ont fait une filière STD2A ? Parce que quand je vois niveau dessin d'observation et autres, c'est un vocabulaire un peu connu quand même. Oui, effectivement, oui. En STD2A, effectivement, ce sont des bacs techniques et certains qui viennent sur les problématiques de la représentation et du dessin. Effectivement, ces étudiants, ils sont mieux préparés, il faut le dire, à rentrer directement chez nous en première année. Un dossier STD2A, en général, effectivement, il est un petit peu supérieur aux autres dossiers quand on fait nos comment on appelle ça ? Nos entretiens. Ouais. Voilà. Donc effectivement, alors après, je pense quand même qu'un étudiant qui a fait 800 à 900 heures de dessin en prépa à l'école Émile Cole, il aura un meilleur niveau. Mais après, tout dépend de la personne. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui, naturellement, quand ils vont poser un trait sur la feuille, le trait, il est tout de suite au bon endroit. Et puis il y en a d'autres, il va falloir qu'ils s'y reprennent à plusieurs fois.
Et forcément, à un moment donné, quand vous avez un don naturel, on ne peut pas le nier, et c'est partout pareil, hein, ça peut être dans le sport, la musique, le théâtre, etc. Vous avez des gens ils sont faits pour ça, ils ont ça dans le sang. Donc forcément, ils sortent du bac, même si ce n'est pas un bac spécifique, comme on vient d'en parler, eh ben, effectivement, ils ont la capacité à mettre le trait au bon endroit tout de suite. Tant mieux pour eux. Donc dans ce cas-là, ils rentrent en première année, ils réussissent forcément très bien. Et voilà. C'est pour ça qu'on veut dire que la prépa, c'est pas du tout un passage, ça vient prouver que la prépa n'est pas forcément un passage obligatoire. Ce qui peut être fait, peut-être, pour savoir, nous, on en parle tout à l'heure, mais on a des formations, des stages, des cours du soir. Quand on est en lycée, par exemple, si vous êtes en première et que l'année prochaine, vous voulez, en terminale, commencer à préparer un book, c'est des choses qu'on propose, qui sont moins onéreuses, bien sûr, mais qui permettent déjà de mettre un pied dans l'école. Et on va faire du dessin d'observation et on va faire du dessin d'illustration 1 fois par semaine, 2h30, avec des professeurs, etc. Ça peut être des bons compléments. Ah, petit tricycle. Ce qu'il faut en prépa. Là, tu l'aimes bien, ton petit tricycle. Ouais, je l'aime bien. Storyboard layout, je suggère qu'on passe assez rapidement. Oui, assez rapidement parce qu'on va passer sur Parcoursup. Ouais, on va aller sur Parcoursup, mais concrètement, c'est une formation qu'on a ouverte à Angoulême qui se destine plus sur des problématiques métiers, donc avec un niveau de dessin bien supérieur à ce qu'on demande pour entrer en première année. Déjà, elle est plus courte, elle dure 2 ans. Et ensuite, c'est vraiment quelque chose qui est orienté dans ce métier en tension qu'est le storyboard et le layout, et qui sont aujourd'hui beaucoup demandés. Et nous, on a créé cette formation l'année dernière. C'est la première rentrée, c'est à Angoulême. Il y a 2 fois 800 heures de cours à peu près qui tournent autour de cette problématique, à savoir découper un scénario en cases pour donner une idée de la scénarisation, de la réalisation de la scène. Du film, oui. Les autres formations. J'en ai parlé un petit peu, les cours du soir, les stages loisirs, tout ça. Vous avez tout dans la documentation. N'hésitez pas à la prendre par onglet et ça vous permet d'avoir accès à ces informations. Comment qu'on fait pour rentrer à l'école ? Alors, bonne question. Pour accéder à un diplôme de dessinateur praticien, comme on est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, on n'a pas eu d'autre choix, concrètement, d'aller sur Parcoursup. C'est bien, on est très content parce que ça veut dire qu'on se démarque des autres formations. Le problème, entre guillemets, c'est qu'on est soumis à un calendrier qu'on ne maîtrise pas. Le calendrier, je pense qu'au lycée, on va vous en parler, j'espère quand même, c'est concrètement l'ouverture des vœux, l'ouverture de la plateforme à partir de mi-décembre, possibilité d'émettre un vœu, ce qu'on appelle un vœu, sur le mois de janvier, confirmer son vœu entre fin janvier et mi-mars, fin avril, début avril. Concrètement, ce sont les grandes périodes. Faire un vœu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller chercher de l'information sur les différentes formations qui existent. Par exemple, nous, sur Parcoursup, quand vous tapez dans le moteur recherche graphique ou d'études artistiques, vous allez avoir pas mal de DNMAID qui vont sortir. Vous allez avoir d'autres écoles qui sont visées. Par exemple, sur Nantes, il y a l'école de design qui est dessus. Bref, c'est là où vous faites vos vœux. Je crois qu'il y a possibilité de faire 10 vœux par étudiant. Et vous pouvez faire des sous-vœux. Bon, je vais pas aller plus loin parce que sinon, je ne suis pas sûr d'être assez calé. Bref, s'il y a un vœu à faire, c'est celui d'Émile Cole. Voilà ce que je peux vous dire. Une fois que vous avez fait votre vœu, il y a le dossier artistique qui doit être téléversé sur la plateforme Parcoursup. Ce dossier, c'est quoi ? Pour nous, c'est 4 planches de dessin d'observation d'après réel. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on demande à l'étudiant ou à l'étudiante, ou candidat plutôt, de téléverser non pas du dessin d'imaginaire, mais du dessin d'observation. Donc, pour celles et ceux qui dessinaient qui ne dessinaient pas d'après réel et qui veulent rentrer à l'école, il faut tout de suite se mettre dans une optique d'observation. Pourquoi on fait ça ? Parce que dès qu'il s'agit de dessin imaginaire, il y a une notion subjective qui rentre en place. C'est un jury. J'en fais partie, Emmanuel en fait partie, il y a plusieurs jurys, on n'est pas forcément raccord sur j'aime ça et j'aime pas ça. Par contre, on va tous les deux être d'accord sur la pomme là, elle n'est pas forcément bonne, la proportion n'est pas bonne, la bouteille, l'ellipse, elle n'est pas bien finie. C'est des techniques, c'est des soucis, je dirais, de représentation de manière objective qui permettent d'évaluer tout le monde au même niveau. Donc c'est pour ça et puis de toute façon, c'est ce que vous allez faire après pendant
3000 heures. Donc, si dès maintenant, vous commencez à dessiner en disant « Oh là, j'y arrive pas », alors, il ne faut pas dire « j'y arrive pas », il faut continuer. Mais si jamais c'est une souffrance que de dessiner une pomme, effectivement, c'est pas forcément... ou alors, il faut faire une prépa pour avoir les bonnes bases. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut effectivement se dire « je vais rentrer sur Parcoursup ». Donc, 4 planches. Dans le dossier, je crois que c'est en page 110. Dans le dossier, dans la documentation, page 110, vous avez les différentes descriptions des planches. Il y a une planche de modèle vivant. Il y a une planche de dessin d'objet, une planche de bâtiment, une planche libre. Voilà, libre. Quand je dis libre, vas-y, si tu veux. Mais... Oui, non, je disais par rapport au terme planche. Quand on vous dit on veut des planches de dessin, ce qui est très important, c'est que vous compreniez qu'il s'agit de mettre plusieurs dessins sur une même feuille. Donc vous allez mettre au moins 2 dessins. Je dirais vous pouvez aller jusqu'à 4, voire 5, voire 6 dessins sur la même feuille que vous allez scanner. Alors là aussi, faites attention, on voit des fois des choses qui ne sont pas de très bonne qualité, puisque je rappelle que tout ça se passe à distance et au format électronique. Donc le dessin papier, vous l'avez, vous le scannez de bonne qualité, et vous transmettez cette planche avec 2, 3, 4, 5, 6 dessins de chaque catégorie qui effectivement sera clairement expliqué sur le site Parcoursup, etc. Et nous, on reçoit ensuite vos dossiers de dessin au format électronique. On reçoit un PDF avec 4 planches, on regarde ces 4 planches et on les évalue avec nos critères qui sont effectivement principalement tournés vers la justesse, le cadrage, les couleurs, effectivement l'usage des couleurs. Est-ce que éventuellement la personne est allée jusqu'à poser des ombres, etc. Donc tout ça est évalué et ensuite vous entrez dans un classement. Je te laisse prendre la suite si tu veux. Après, encore une fois, il faut prendre un peu des risques, c'est vrai, mais c'est peut-être pas la peine si vous ne maîtrisez pas les ombres d'aller mettre une ombre. Il vaut mieux peut-être mettre un socle plutôt qu'une ombre. Ou alors, il faut parfois découper un dessin, le poser sur un fond noir et puis voir ce que ça donne au scan. Ça peut être des choses qui nous sont intéressantes parce qu'on va voir une contextualisation au dossier. Voilà. Si jamais, je veux dire, il n'y a pas de création, entre guillemets, à dessiner une pomme, soyez malin et à ce moment-là, contextualisez le bac, enfin tout ce qui est derrière, quoi. Ouais. Et important aussi, que je disais ce matin, c'est que vous n'êtes pas obligé de dessiner tous les dessins sur la même feuille. Hein. On est d'accord, vous pouvez faire... parce que quand on dessine, j'ai envie de dire, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Vous connaissez cette expression. Donc quand on dessine, on dessine. Donc on dessine sur une feuille, sur un cahier, sur un carnet de dessin, de croquis, etc. Il s'agit de rassembler à un moment donné, pour le dossier Parcoursup, cette production. Vous avez peut-être 50, 100, 200, plus et plus de dessins. Donc vous allez en sélectionner certains. Donc n'hésitez pas à jouer de la paire de ciseaux, de la colle. Vous disposez vos dessins sur ces planches et vous les scannez. Vous faites un assemblage de vos meilleurs dessins. Voilà, c'est important aussi à préciser. Je crois qu'il y avait une question. Alors il y a une question. Tenez, je vous passe alors. Voilà, j'allumais le micro. À propos des techniques pour les dessins. Oui, techniques, toutes les techniques. Vous faites, et Antoine l'a dit tout à l'heure, couleur, voilà, exactement. Si vous vous sentez effectivement vraiment mal à l'aise avec la couleur, ça serait bien quand même qu'on ait un petit essai pour voir. Et après, encore une fois, il faut aussi considérer que vous pouvez vous-même apprécier et dire « ce n'est pas bien ». Mais j'ai envie de vous dire, comment en êtes-vous sûr ? Alors nous, comme on peut comparer les books, comme on peut comparer les dessins, il ne faut pas avoir peur non plus d'essayer les choses. Donc allez-y, jetez-vous à l'eau, dessinez, essayez, recommencez, faites des croquis d'abord, des choses rapides, exercez-vous, il faut se chauffer. C'est comme si vous allez faire un match de tennis où eh bien, vous allez vous échauffer, vous n'allez pas directement vous engager dans une partie difficile sans échauffement. C'est pareil pour le dessin. Donc on essaye 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, on jette, on recommence, on fait des essais, on essaye, on se trompe, et ben tant pis, on recommence et ainsi de suite. Il faut vraiment être assez libre et à un moment donné se dire bon ben voilà, j'ai tous mes dessins, ils sont là, lequel je choisis, celui-là il est pas mal, celui-là il est pas mal, celui-là il est pas mal. Vous nous rassemblez tout ça et vous nous les envoyez. N'ayez pas peur.
La lettre de motivation est importante. Je ne vais pas dire que les notes le sont moins, parce que ce matin, j'ai vu les parents lever au ciel en disant, parce qu'en gros, j'ai dit, on ne regardait pas les notes. Donc j'ai vu les étudiants faire « ouais », puis j'ai vu les parents faire « oh non, attends, tu viens de me casser tout ce que je… » Non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bac. Il faut le bac. Après, évidemment, il faut avoir son bac avec des bonnes notes. Hein. Mais d'abord le bac, tout type de bac. Par contre, ce qu'on va lire, vraiment, on va toutes les lire, c'est la lettre de motivation. On a à peu près… l'année dernière, on a eu 1200 vœux. On en a eu 800 confirmés. Donc on a lu à peu près 800 lettres. Bon, ça fait des jolies choses à voir. Par contre, la lettre, ne commencez pas votre lettre par « depuis tout petit, je dessine et j'adore ça ». C'est une motivation. On a besoin de vous connaître un peu. On ne va pas pouvoir vous recevoir. On aimerait, hein, vraiment. Hein. Mais on ne peut pas faire un entretien, on a 15 jours. Ils nous donnent 15 jours Parcoursup. Peut-être fois 3 semaines. Allez, 3 semaines. Pour recevoir 800 personnes, ce n'est pas possible. Donc du coup, il faut mettre des choses dans la lettre. Ce n'est pas la peine de faire des lettres à rallonge. De toute façon, vous êtes contraint par un format, je crois. Mais sur une page recto, on peut dire plein de choses. D'où je viens, dans quel milieu je suis, qu'est-ce qui m'a fasciné dans tel film, pourquoi je veux faire de l'animation. Bonjour. En termes de statistiques sur l'insertion professionnelle, oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, beaucoup de mots? Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 niveaux. Il y a, je dirais, les statistiques d'insertion après la 3e année. Je parle du dessinateur praticien là, qui sont grosso modo sur les 150 qui passent leur diplôme. Il y en a 80-90 qui vont continuer en 4e, 5e année chez nous. Il y en a une vingtaine, une trentaine qui vont aller s'orienter dans d'autres écoles. Donc, je dirais, il y en a 30-40 qui sont concernés par l'insertion à ce moment-là. 60% d'entre eux trouvent du travail. Voilà. Ça demande un peu plus de temps, mais il ne faut pas oublier qu'on est à 21 ans, qu'on est en bac plus 3 et que du coup, on n'est pas forcément dans des postes qui sont recherchés par le milieu. Après, quand on va en 5e année, là, c'est autre chose. La 5e année, en jeux vidéo, par exemple, ils arrivent en session de janvier. Je vous rappelle, ils passent leur première en mai et en janvier. 80% d'entre eux ont continuent ou sont pris là où ils ont fait leur stage. Donc ça veut dire qu'il y en a qui viennent même pas faire ce qu'on appelle le job dating, parce qu'on a un événement qui s'appelle le job dating qui existe depuis 20 ans, où on a les entreprises qui viennent à l'école. Il y en a une 60-70 qui viennent à l'école pour recruter. Et nous, on génère eux, ils disent non, j'ai pas la peine, c'est bon, je suis pris là où je suis et c'est très bien. Cinéma d'animation, après on raisonne plutôt à 6 mois post-diplôme. Cinéma d'animation, jeux vidéo, on est aux alentours de 85% d'insertion. Insertion, c'est vraie insertion. Hein. C'est pas j'ai une petite mission par-ci ou par-là. On a des statistiques. Non, où je travaille chez Carrefour, voilà, etc. C'est dans le métier. En fait, c'est vraiment une insertion dans le métier qu'ils ont étudié à l'école. C'est très important. Il y a les niveaux de rémunération, il y a tout ça. Donc, c'est des statistiques qu'on est obligé d'avoir et qui sont vérifiées ensuite derrière. En édition, c'est un petit peu plus difficile. Peut-être. Je dirais pas que c'est un métier. Souvent, Olivier Jouvray, qui est un prof chez nous, dit arrêtez, les auteurs de BD, illustrateurs, etc. C'est pas des métiers pauvres. C'est un petit peu plus difficile d'anticiper l'avenir, donc un peu plus précaire. Mais à partir du moment où la personne va jusqu'au bout, est convaincue, etc., fait 1, 2, 3, 4 albums. Derrière, voilà. Mais pour installer ces 2, 3, 4 albums, en fait, il faut un temps pour faire une BD. Quand on parle à nos étudiants, nos ex-étudiants, ils mettent entre 1 an, 2 ans, parfois 3 ans pour travailler sur une BD historique, par exemple, etc. Le temps est long, donc comment dire, quand on sort d'une école en illustration ou en bande dessinée, il faut effectivement un certain nombre d'années pour s'installer, et puis pour que les droits d'auteur, puisque ça marche surtout avec ça, il faut, comment dire, amorcer la pompe, c'est-à-dire pouvoir sortir un premier livre qui ne pourra sortir que peut-être 18 mois ou 2 ans après votre sortie de l'école, qui va en générer, vous allez continuer à travailler pendant ce temps-là sur d'autres productions, et qui vont prendre le relais. Et il faut bien 4-5 ans pour avoir effectivement un niveau de revenu tout à fait honorable après la sortie de l'école. Ça met un peu plus de temps, mais beaucoup d'entre eux travaillent par exemple dans des communications visuelles, ils vont faire du graphisme, ils vont être professeurs, nous on en embauche quelques-uns aussi, etc. etc.
évolution que nous on contrôle, c'est-à-dire l'idée c'est pas de rester simplement à un stade ici. Il y a une évolution qu'on contrôle tous les ans, tous les 2 ans pour refaire nos statistiques d'une promotion sur l'autre, et on voit bien évidemment, il y a du travail. Moi je me mets à votre place, hein. Mon Dieu, pourquoi vous allez faire une école d'art, vous n'allez pas y arriver mais non, en fait non, il y a du travail. On est une société de l'image. Dire, il n'y a pas d'une industrie qui s'est peut-être aussi bien portée pendant le Covid que l'animation ou le jeu vidéo, parce qu'ils étaient déjà habitués à travailler à distance, ils avaient une production qui était décuplée parce que les gens étaient chez eux et leur moyen de loisir c'était ça. Netflix aujourd'hui, ils sortent une plateforme d'animation, mais ils vont sortir une plateforme de jeux vidéo. Bref, effectivement, il y a du travail. Après, la question c'est comment on se valorise par rapport aux autres, et c'est là où l'école Émile Cohl elle a vraiment quelque chose dans le dessin, dans la manière de concevoir, de raconter, dans tout ça. C'est ça en fait qu'on essaie de mettre en avant. Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour... Ok, merci. Alors, il y avait une autre question, allez-y, je vous en prie. Tout à l'heure, on parlait du coup de l'entretien pour la prépa pour la prépa dessin et le dessinateur 3D. Est-ce que les entretiens, ils se font obligatoirement sur l'école ou alors est-ce qu'ils peuvent se faire en distanciel ? On s'arrange. C'est bien si vous êtes là, mais si vous habitez à l'autre bout de la France, on ne va pas vous dire « Ah non, on envoie un lien Teams, il faut essayer de scanner proprement le dossier, et puis on regarde ensemble à distance. » On le fait, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. On va finir à peu près là-dessus, mais pour vous dire que l'école aujourd'hui, c'est marrant, on commence plus par nous, on commence par les étudiants, c'est bien, hein, mais concrètement l'école c'est 37 années d'existence. On est en train de faire la 37e rentrée. C'est quand même assez fou. Elle a été fondée en 1984. Alors pour le coup, elle a été fondée par mon père, hein, c'est pas moi j'étais pas né, mais j'ai repris depuis, et qui a eu effectivement cette idée de ramener le dessin dans l'enseignement des arts graphiques. Aujourd'hui, c'est 850 étudiants, donc ça commence à représenter un certain nombre, 140 professeurs ou intervenants, une trentaine de permanents et une moyenne de formation de 1100 heures par an. Voilà. Ça, encore une fois, checker les documentations des autres, vous n'aurez jamais de traces des erreurs. Posez-leur la question. Et si vous arrivez à avoir l'information, moi je vous donne ma carte, vous m'envoyez par mail, ça m'intéresse vachement. Comme vous êtes dans une phase de prospection, je me permets d'envoyer une... Voilà. Il ne faudra pas la mettre sur YouTube celle-là parce qu'à mon avis, elle l'est, hein, c'est trop tard. Hein, ouais, mais elle est en live. C'est le live, il est reparti en fait. Donc voilà. Excusez-moi. On est sur un campus qui est quand même assez agréable. Aujourd'hui, on fait partie de ce qu'on appelle le campus professionnel Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. L'école est ici. Hein. L'école est ici. Voilà, il y a un parc qui est juste à côté, un écoparc. Donc, je dirais. L'écosystème, il est sympa. On n'est pas loin des résidences universitaires et résidences étudiantes. Nous, on ne fournit pas de logement. Mais concrètement, à 400 mètres, là, il y a l'avenue des Frères Lumière, il y a le métro. C'est quand même assez... Tout à l'heure, on m'a beaucoup questionné sur le logement. Hein. Donc, face à l'école, là-bas, ici, vous avez une unité d'hébergement qui appartient à Aralis, qui est le gestionnaire, et qui, certains Cauliens arrivent à trouver des logements dans cette unité d'hébergement. Voilà. Et puis ici, il y a une cafétéria. Voilà. Donc le parc, le gymnase, même si le gymnase, effectivement, malheureusement, il ne nous appartient pas, qui est juste en face de l'école. Mais voilà, vous avez vraiment tous les avantages d'un campus universitaire, qui est le plus gros centre de formation professionnelle de France. C'est 6500 apprenants. Voilà. Les écoles qui sont regroupées sur ce ténement. Ah ouais, je croyais qu'on avait fini, mais en fait non, il y en a encore. Ouais, on va vous libérer dans une minute. Important à l'insertion pro, on en a parlé, le job dating, qui est quelque chose, encore une fois, nécessaire. Nous, c'est un peu notre relationnel ici. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on ouvre évidemment, c'est pour les 5e années et les 3D3. Et on nous dit souvent, ouais, mais pourquoi vous ne le donnez pas aux 3e année ? Évidemment qu'on ouvre notre carnet d'adresses aux étudiantes et étudiants qui ne voudraient pas continuer et qui ont besoin d'avoir, évidemment. Par contre, ce que nous, on propose, là, c'est plus un service. C'est-à-dire qu'en fait, on organise les rendez-vous. On génère environ 1600 rendez-vous sur la journée, à peu près 14 par étudiant. Et lui, il arrive, ou elle, il arrive avec son book et hop,
il va aller voir Caribara, il va aller voir Skydance, il va aller voir DreamWorks, il va aller voir Gallimard, etc. Et on a une stratégie d'insertion qui est importante. On a un service dédié aujourd'hui avec une personne qui est là, je dirais pratiquement 4 jours sur 5, qui place les stagiaires, qui les suit. Nous, à la direction, on est aussi assez sensible à ça, et donc on est régulièrement en contact avec le monde professionnel. On a une logique de collaboration étroite entre les écoles, les studios, mais on aurait pu rajouter aussi les maisons d'édition, et voire même les partenaires comme Canson, etc. On a mis en place une fondation pour aider les étudiants qui n'auraient pas forcément les moyens de continuer en 4e, 5e année, et peut-être en 3e année. Et on essaye maintenant d'aider un maximum tous nos étudiants via l'attribution de bourses. Bref, on est assez actif quand même par rapport à tout ça, pour justement non seulement permettre d'avancer dans les études, mais aussi d'en vivre, parce que c'est un investissement, on en est bien conscient. Voilà. Et donc du coup, on est là effectivement en support. Et on a un site internet qui s'appelle lesalumni.call.fr. Je terminerai là-dessus. Moi, je vous invite à... T'as encore une diapo après. Ah oui. Oh là là, mais c'est pas possible. Ouais. Plus d'infos, voilà. Mais bon, ouais. Vous l'avez, je pense, sur les bandes là, juste à côté. C'est les métiers du dessin. C'est une petite bible hein, quand même. Ah ouais, c'est bien. C'est bien parce que ça permet d'avoir quelques exemples de métiers dans les différentes filières, avec le statut, avec la rémunération, avec le rôle. Par exemple, qu'est-ce qu'un concept artiste, qu'est-ce qu'un storyboarder, qu'est-ce qu'un coloriste, qu'est-ce qu'un auteur de BD, etc., etc. Donc allez-y, allez le chercher. On doit en avoir encore pas mal sur le stand. Ouais. Ça, c'est plutôt intéressant. Et il y a le site internet de toute façon qu'on est en train de refaire, mais voilà, lesmétiersdudessin.fr. Oh. On va prendre encore quelques questions. Encore une question. Le nerf de la guerre, le coût financier, le côté financier d'entrer dans l'école et d'aller progresser dans l'école. Ouais. L'école, le tarif, vous les avez aussi pareil dans la documentation, donc ils sont environ 8 500 € je dirais l'année, à peu près. La prépa est moins chère. La prépa est un petit peu moins chère. Je ne sais plus, je les ai plus en tête. C'est 5 000, non, c'est 5 000, je crois. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près, les écoles sont à peu près à ce tarif. Voilà. La problématique, c'est qu'est-ce que j'ai en face. Donc, si on divise 8 500 par 1200 heures, finalement, au taux horaire, on est en dessous. Non, mais je sais, hein, mais c'est vraiment des choses, quoi. Vous avez un choix à faire. Vous les enfants, quoi. Où est-ce que je vais confier l'éducation, à qui, et qu'est-ce que je vais avoir en retour? Bon, nous, on essaie d'être le plus transparent possible, que ce soit dans la documentation, que ce soit dans le nombre d'heures, que ce soit dans les insertions, dans la certification, etc. Donc ça veut dire que voilà, on est obligé de toute façon d'avoir ces niveaux. Je participe la semaine prochaine. Il y a les rencontres françaises de cinéma d'animation, et je participe à une table ronde justement sur le financement des études. Donc cette problématique, elle existe. C'est pour ça que on a la chance d'avoir les bourses de l'État sur les premières années. On aide les étudiants avec une fondation où l'école est participante et à la bonde. J'en suis président d'ailleurs. On a une possibilité d'étaler les paiements sans forcément rajouter des frais, parce que d'autres confrères le font sans aucun problème. Quand on arrive sur les 5e années, on fait la banque. Des fois, on donne la possibilité à des étudiants de payer sur 2, 3, voire 4 ans. Donc tout ça, on le sait. Mais on ne peut pas faire moins au niveau des charges, de toute façon, parce que nos professeurs sont des bons professeurs, donc ils sont bien rémunérés. Les locaux sont neufs, on est là depuis 4 ans, 5 ans. On n'a pas augmenté nos tarifs quand on a déménagé. Vous voyez, et tout ça, c'est effectivement des choses qu'on doit expliquer. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un étudiant aux Beaux-Arts, il coûte 16 000 € à la collectivité, et il a peut-être 200 heures de dessin dans l'année, ou 150 heures de dessin dans l'année. Donc là encore, YouTube, va falloir qu'on fasse quelque chose. Peut-être qu'on va me censurer, mais il faut dire les choses. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui a fait des rapports qui sont publiés il n'y a pas longtemps et qui pointent, et on a été cité justement. Donc oui, on sait que c'est un investissement. On est clairement très souvent cité comme étant des personnes effectivement étant très transparents. On va faire un salon prochainement aux réactions du côté de Nancy. Voilà, et bien on sait que l'école Émile Cole a pour réputation d'être effectivement intègre dans ses présentations de diplômes notamment, et sur le reste. Donc ça compte. On a des partenaires bancaires. Il y a Crédit Agricole, hein, on n'a aucun
ils ne sont pas payés à la com, hein, mais on sait qu'ils proposent eux-mêmes des accompagnements en termes de prêts qui sont sans taux et qui sont avec un différé d'amortissement. Bref, tout ça, c'est important, il faut en parler, je le sais, on le sait. Mais encore une fois, la formation telle que nous, on la délivre et le taux d'insertion et les postes qu'on vous a montrés au début démontrent que derrière, il y a un vrai retour sur l'investissement. Voilà. Vous voulez une question? Allez, chiche. Vous avez parlé d'un site à Angoulême, oui. Et c'est aussi Émile Cole. Oui. Donc ça veut dire que vous avez des succursales. On en a une. Une, d'accord. C'est la seule. Alors, on est en train d'ouvrir, on essaye d'ouvrir aux États-Unis quelque chose justement complètement différent, où les frais d'inscription sont pris en charge par des fonds. Enfin bref, donc on essaye d'aller aux États-Unis, on essaye d'aller à Angoulême, mais à la base, on ne voulait pas forcément avoir des multi-sites. On était bien à Lyon. Et puis Angoulême, il se trouve qu'on a eu un vrai crush, comme dirait l'autre, avec Magélis, qui est la structure publique qui porte très active sur le cinéma d'animation. Angoulême, c'est la BD, bien évidemment, mais tiens, c'est mon fils. Mais c'est aussi surtout la deuxième place d'embauche dans l'animation. On ne le sait pas forcément, c'est Paris. Nous, à Roger-Rhône-Alpes, on a quand même un bel environnement. Mais... Ouais, on a un bel environnement aussi. Ouais. Ici, ouais. Mais c'est Angoulême. Mais Angoulême, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, comme dirait l'autre. Et c'est vrai, parce qu'il y a une concentration à peu près entre 20 et 25 studios qui sont tous en croissance énorme. Et c'est pour ça, l'animation, on attend une création à peu près de 3-4 000 postes dans l'animation dans les 5 prochaines années. Nous, on en sort en fin de cursus 25. Donc, ouais, jeux vidéo, c'est pareil. Et en édition, l'édition aujourd'hui, c'est fondamental. Aujourd'hui, moi, je lis encore des histoires. Il est parti des histoires à mon fils, et heureusement qu'il y a des illustrateurs et illustratrices pour faire ça, quoi. Il faut les former, et c'est pour ça qu'on est là. Voilà, merci en tout cas. Il y a peut-être une question. Eh non. Si, allez-y. En fait. Allez-y quand même. Oui, pour les stages, est-ce que vous avez des coopérations avec de l'étranger ou les étudiants? Alors, on a pas mal de... encore une fois, comme c'est mondial, il y a pas mal de maisons d'édition, de studios, d'animation de jeux vidéo qui ont des succursales un peu partout dans le monde. Donc, comme on bosse avec elles, comme Caribara par exemple, comme Rodeo FX, etc. Donc du coup, ils partent en stage dans les entreprises. Par contre, il n'y a pas de lien avec d'autres écoles. On fait venir des professeurs d'autres écoles pour intervenir, par exemple en 3D, et nous, on envoie un professeur. Mais on a essayé une fois d'envoyer des étudiants. Ils sont revenus, ils ont vu leurs collègues progresser alors qu'eux n'ont pas forcément eu le même taux, le nombre d'heures, et donc pas forcément décollé. Et donc on a eu un retour de bâton en nous disant mais non, mais en fait moi j'ai validé mon semestre mais j'ai pas les mêmes compétences. Donc du coup on s'est dit on va pour le moment arrêter. Après c'est des choses qu'on est en train d'essayer de réfléchir, quoi. Et une chose importante aussi qu'on peut signaler, c'est qu'il y a effectivement à l'école à peu près, je ne sais pas, cette année on m'a pas refait la stat, mais on est en gros à 10% d'étudiants qui viennent de l'étranger, tous les pays du monde entier, parce qu'il n'y a qu'une école Émile Cole, elle est à Lyon, donc s'ils veulent la faire, il faut qu'ils viennent à Lyon. Forcément, ça amène bien sûr du brassage au sein même des étudiants, etc. Et certains qui vont faire un stage en Chine, parce qu'ils ne seraient pas forcément allés s'ils n'avaient pas un de leurs camarades qui va les aider à aller jusqu'en Chine pour faire leur stage. Donc il y a aussi pas mal de choses qui se passent de ce point de vue-là, et on est très heureux de cette situation d'ailleurs. Merci pour votre attention. Allez, merci beaucoup. Merci.